Joël Labbé, ici présent, qui est sénateur dans le Morbihan et qui va nous parler, c'est le sujet en fait de cette conférence qu'on a intitulée Paysans herboristes, un métier en quête de l'égalité. Ce que vous avez pu voir pour les personnes qui étaient présentes à la projection, que c'est pas simple tous les jours de vendre des plantes médicinales. On est dans des scénarios assez contradictoires, que ce soit dans la culture ou dans la commercialisation. On fait face à pas mal de questionnements, de soucis, et on se fait pas mal embêter aussi par les fraudes, par les contrôles. On est en fait soumis à une réglementation assez complexe. On va pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Donc Joël, qui est ici présent, va vous raconter un petit peu son rôle en tant que politique et aussi l'historique un petit peu de sa rencontre avec les simples et ce qui en a émergé et qui est le sujet de cette conférence aujourd'hui. Ensuite, on passera la parole à Vincent Segretin, qui est ici présent, qui nous fait l'honneur de venir depuis le Limousin. L'Auvergne. L'Auvergne. Oh, punaise. C'est pas grave, c'est à côté. On s'entend. Et donc Vincent en fait est le porte-parole de la Fédération des paysans herboristes. Donc il va nous raconter aussi comment cette fédération s'est créée, pourquoi, dans quel but, et puis ses différentes missions et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Et puis moi je vais juste être là pour illustrer un petit peu le métier, en tout cas sur le terrain, pour répondre à vos questions et vous présenter aussi en quelques mots les contraintes et les plaisirs et les bonheurs de ce métier au quotidien. Voilà, donc à vous. Bien. Je crois que c'est moi qui commence. Allez, c'est ce qu'on avait dit. Oui, oui. Ouais. D'abord, merci de m'avoir invité dans ce lieu. Excuse-moi, Joël, est-ce que vous souhaitez un micro? Parce qu'on a un micro. C'est bien. Oui, voilà, c'est ça qui est prévu. Ça te va, Joël, un petit micro? Tiens, ça, c'est celui pour le public. Et on a un micro pour le public, il est allumé? Ouais, c'est bon. Voilà. Tiens, Joël. Alors, si ça va? Oui, alors merci de m'avoir invité. Bis. Dans ce lieu que tu as créé et dans lequel je trouve il y a plein de poésie. La même poésie qu'on retrouve dans le film qu'on vient de voir, qui est vraiment bien fait, et qui montre l'âme du travail des simples. Moi, après tout ça, je suis chargé de vous parler de politique, c'est nettement moins marrant. Puisque j'y suis, j'essaye de bouger et de faire ce que je peux. Mon histoire avec les simples a commencé par ma rencontre avec Thierry Thévenin, qu'on voit dans le film à plusieurs reprises. Il était simple et résistant, comme il le dit, parce que les simples sont des résistants quelque part. Il avait vu l'évolution de cette loi que j'avais fait avancer pour l'interdiction des pesticides sur les espaces publics, dans les villes et les communes, et puis dans les jardins domestiques. Donc tout le monde disait c'est pas possible, et finalement avec ténacité j'avais fini par trouver une majorité, et c'est cette loi qui est devenue la loi Labbé. Alors il vient me voir et il me dit, chez nous les paysans herboristes, on a besoin que ça bouge aussi, et véritablement les politiques doivent faire quelque chose. Il n'a pas eu besoin de longtemps pour me convaincre. Et alors je lui ai dit, si on fait une proposition de loi qu'on dépose comme ça, on ne trouvera jamais de majorité. Et je lui ai proposé que l'on demande la mise en place d'une mission d'information. Alors les missions d'information, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas le monde politique national, j'ai découvert l'existence des missions d'information, et c'est carrément des outils géniaux. On décide d'un thème de recherche, et tous les services du Sénat sont mis à notre service pour creuser ce domaine-là. Et donc pour moi, la mission d'information, c'était l'herboristerie et les plantes médicinales et les métiers qui y sont liés. 6 mois de travail, une mission pluripolitique où, suite à la mission, il y a un rapport extrêmement documenté qui est fait avec des recommandations.
Je vais vous parler de quelques-unes de ces recommandations, mais aussi ce qu'on a appris dans le cadre de la mission, parce qu'on a rencontré l'ensemble des acteurs, des paysans herboristes simples, aux grossistes, à ceux qui font les circuits longs pour servir les laboratoires, enfin servir, mais oui, enfin pour approvisionner les grands laboratoires, servir aussi quelque part. Et donc on a appris dans nos investigations, où ça a été rappelé que 70% de la pharmacopée est issue du vivant végétal. Que 53 000 hectares sont cultivés actuellement, enfin c'était en 2018, il y en a plus maintenant, dont 21 500 ont plantes médicinales. 21 500 hectares, alors ça peut paraître petit, mais c'est pas mal étant donné que la pratique se fait sur de petites surfaces. 80% de la biodiversité végétale française se situe dans les Outre-mer. On a aussi travaillé sur les questions des Outre-mer, où il y a un intérêt extrêmement fort là-bas. Et le marché de la santé naturelle et de la beauté naturelle est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Enfin, pour le dernier chiffre, 80% des plantes utilisées et consommées en France, des plantes médicinales, sont des plantes d'importation. Alors que la France est un pays historique de production de plantes médicinales. J'ai pris du papier parce que c'est technique, il ne faut pas se rater. Alors, parmi les recommandations concernant la mission, la demande de reconnaissance des plantes médicinales au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc ça, ce sont des dossiers lourds, mais c'est inscrit. Alors quelque chose qui paraît simple, créer des jardins botaniques dans les écoles. On sait que c'est par l'éducation qu'on pourra véritablement avancer en s'appuyant sur les jeunes générations. Et cette idée de jardin botanique dans les écoles, hein, dans le cadre d'un amendement prochain, je vais le proposer. C'est pas du tout sûr. J'ai déjà eu un premier échec en disant ouais, mais les enseignants en ont déjà suffisamment comme ça sur le dos, on va pas aller leur ajouter des jardins. Alors qu'il y a des écoles qui, d'une façon volontariste, ont leur jardin, en mobilisant les parents d'élèves, en mobilisant les clubs des anciens pour l'été. Enfin, quand on veut le faire, on peut le faire. Développer des formations agricoles spécialisées, qui sont aujourd'hui encore en nombre insuffisant. Renforcer la visibilité de la filière. Consolider les atouts de la filière avec l'objectif de 50% de culture en bio pour 2025. On doit être au niveau de 23% aujourd'hui. Ce qui est aussi important, la création d'un label Plantes de France, pour que les acheteurs, là c'est plutôt sur les circuits plus longs, les acheteurs quand ils achètent des plantes de France plutôt que d'ailleurs, avec la traçabilité, avec un cahier des charges. Accroître non, c'est pas ça, excusez-moi. Proposer une réglementation propre aux huiles essentielles, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc véritablement, et quelque chose qui soit adapter les réglementations en matière de cosmétiques au caractère artisanal, c'est écrit, de l'activité. Alors, autant de sujets qui ne passent pas par la loi et qui passent par le réglementaire. Alors en parallèle, on travaille avec les acteurs de terrain sur l'aspect réglementaire. Réexaminer la liste des 148 plantes libérées du monopole pharmaceutique, en étudiant la possibilité de compléter cette liste de leurs usages traditionnels reconnus et validés concernant leur utilisation pour les soins de ce qu'on appelle les petits mots du quotidien. Alors il faut toujours faire attention avec les mots, et les petits mots du quotidien, c'est la législation autrichienne qui a pensé, et quand on parle petits mots du quotidien, on ne touche pas à la santé. Enfin, ça a son importance, on a parlé de l'importance des mots.
renforcer la formation des vétérinaires et des éleveurs. Alors ce qu'on a appris aussi, c'est que les plantes soignent l'humain, mais les plantes soignent aussi les troupeaux, et qu'il y a des éleveurs qui soignent leurs troupeaux avec les plantes. Même chose que, que dans le domaine des plantes médicinales des productions. Ils peuvent être mis hors la loi pour exercice illicite de la médecine vétérinaire. Encore une fois, c'est des verrous. Alors, la question de la reconnaissance des métiers. En fait, toutes les recommandations ont été votées à l'unanimité, sauf une, la reconnaissance des métiers. On sait que derrière, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, on les a entendus, on sait que c'est bloqué, pour le moment. Mais en parallèle, les acteurs de terrain, on a bien travaillé ensemble, et il y a eu des choses qui ont avancé. J'abrège parce que... Alors, ce qui est les difficultés, ce que l'on a vu sur les possibilités d'informer sur les propriétés et usages des plantes, avec une forme de flou et de complexité dans la réglementation. Alors, ce qui est demandé par la profession, c'est que les choses soient claires, et pour le moment, c'est encore trop flou. Ce qui a en cours, l'Agence nationale pour la sécurité des médicaments, la NSM, réexamine la liste des plantes en vue de l'élargir. Parmi les avancées importantes également, la profession de paysan herboriste a été reconnue comme métier émergent par l'agence France Compétences, qui est une agence très officielle. Une certification de formation professionnelle de paysans herboristes définie autour de la production et de la vente de plantes médicinales et de leurs conseils pour le bien-être et le maintien en bon état de santé. Alors ça, ce sont des avancées intéressantes. Et en parallèle, 2 dossiers de référentiel métier sont en cours d'études et ont été déposés auprès du répertoire national des certifications professionnelles. Le référentiel métier paysan herboriste, qui a été déposé par les simples et les paysans herboristes en lien avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et aussi le métier d'herboriste, qui a été déposé par la Fédération des écoles d'herboristerie. Ces écoles historiques, dont une se retrouve en Bretagne, Cap Santé, que tout le monde connaît, donnent des enseignements qui sont reconnus, mais pas validés par un diplôme, parce qu'il n'y en a pas. Il y a les formations, vous connaissez également BPREA, plantes médicinales. Et depuis cette année, enfin, c'est la première année universitaire, il y a une licence professionnelle conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé à base de plantes. Donc c'est la faculté de pharmacie, et on travaille en relation avec eux. C'est dire que l'ensemble des pharmaciens ne sont pas contre justement le travail en lien avec les paysans herboristes, bien au contraire. Ce qu'on a vu, c'est que c'est l'ordre des pharmaciens qui est complètement déconnecté par rapport à sa base, tout comme l'ordre des médecins. Et enfin, on va y arriver. Je suis désolé, je suis un petit peu brouillon, je suis crevé. Je voulais finir sur une pointe de poésie. On a entendu parler de Pierre Liotagui dans le film. C'est un ethnobotaniste de renom. Dans le rapport de la mission, on l'avait cité, et il dit ceci: utiliser les plantes à bon escient, c'est aussi les connaître mieux et apprendre à les respecter. Nous avons besoin de la liberté du monde vivant, il a besoin de notre respect. Merci Joël. Alors, merci. Hein.
Parce qu'on te doit une fière chandelle quand même, hein, depuis qu'on t'a emmené dans cette aventure, on te lâche pas, on t'emmène partout, mais tu nous emmènes aussi. Moi, donc je suis là, je suis aussi paysan comme Marie, bon un peu plus loin que peut-être d'ici. Bon, moi je me suis pas mal occupé de cette fédération qu'on a montée grâce à Joël, donc en 2016, parce que Joël, la mission parlementaire, c'est pas en 2018, mais on commence à l'embêter dès 2016-2015 quand même, avant qu'il finisse son premier mandat. Voilà. Donc moi je suis porte-parole. Le plus important c'est Thierry Thévenin qu'on a vu dans le film, qui lui c'est son combat énorme qu'il a mené depuis très longtemps, et donc il est forcément avec nous, il est avec nous avec le film, mais c'est vraiment important quoi. Donc je vais pas décrire le métier de paysan arboriste, je laisse Marie, et vous l'avez vu sur tous les stands, c'est vraiment un métier que on est tous super investis. Moi ça fait 28 ans que je fais ce métier, que voilà, on est tous sur le fil du rasoir, mais comme m'a dit Missias, comme a dit Jean-François dans le film, etc., comme dit Béatrice, mais voilà. Donc cette fédération, on l'a créée en 2016, donc pour essayer de regrouper le plus de producteurs possible. Donc c'est Joël qui nous a dit, ça passera si vous allez tous dans le même sens, donc vous soyez pas séparés. Donc on se dit, allez, on se regroupe tous ensemble. Donc on a créé tous les producteurs ensemble, et pour être un vrai interlocuteur, pour avancer sur nos problématiques de réglementation, et qu'on soit un peu mieux reconnu, et qu'on avance ensemble. Donc en fait, il y a eu bien sûr les simples, le syndicat des simples qui organise cette fête, mais aussi on a mis dedans Nature et Progrès. Vous avez vu, il y a plein de stands qui sont Nature et Progrès, donc on a mis, pardon, pas Nature et Progrès, mais la FNAP qui était dedans, la Fédération Nationale de l'Agribio, et aussi le mouvement d'agriculture biodynamique, qui s'est dit ouais moi je pars avec vous. Et puis en plus de ça, on a aussi plein de membres associés dans cette fédération, et qui sont importants, parce que un boulot énorme de Joël, c'est d'avoir créé du lien entre nous. On se regardait tous en se disant lui c'est un pharmacien, c'est un con, etc. Et en fait on a fait qu'en fait maintenant on se parle tous, et qu'on s'est rendu compte qu'en fait on travaille tous au service de la plante quoi, véritablement. Et ce qui nous retrouve, ce qui nous épanouit tous, c'est toutes ces plantes, ces petites plantes comme dit, qui sont une force très tranquille mais très forte. Et donc dans notre fédération, il y a aussi des herboristes de comptoir, des conseillers en herboristerie, mais aussi des centres de formation, donc les écoles d'herboristerie et la fédération des écoles, des CFPPA, mais aussi des pharmaciens, des médecins, des scientifiques, des universitaires quoi. Et ça a été un point excessivement fort que tu as pu faire, Joël, de nous emmener tous là-dedans quoi. Donc je pars pas trop de la charte, il y a un petit papier qui était exposé, que vous pouvez retrouver sur le site Fédération des paysans herboristes si vous voulez, ou les producteurs, donc qui circulent un peu, vous gênez pas quoi. Donc je passe sur la charte, sur notre déontologie qu'on a écrit en janvier, sur notre façon de travailler, très artisanale, très de qualité, avec vraiment un respect des plantes, et que on est là tous dans le même sens, la nature, la terre, les plantes, les animaux et nous, et qu'on est tous la nature quoi. Alors je vais décrire plutôt d'une part l'état des lieux un peu de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a eu la mission parlementaire qui a été vraiment essentielle, et derrière Joël il a organisé le colloque en 2019, qui a été un énorme point aussi, qui était plus pour les professionnels. C'était un colloque qui s'est fait au Sénat aussi, et on s'est tous vus, les professionnels entre nous, et on s'est tous rendu compte qu'on avait tous des galères pour fonctionner quoi, pour pouvoir travailler. On était, nous, les paysans, on était très en difficulté, mais également les pharmaciens, ils sont dans la même problématique que nous. Alors il n'y a que l'ordre qui a dit vous faites des conneries, mais l'ordre c'est 15% des pharmaciens qui votent pour l'ordre quoi.
Et voilà, donc ça a permis qu'on se retrouve tous avec les écoles et tout. Et puis ensuite de ça, on s'est tous démarré à travailler ensemble. Donc les écoles, donc ils se sont déjà mis tous ensemble, ce qui était génial à mon avis. Et ils ont écrit un référentiel métier, donc pour essayer que le métier d'herboriste soit reconnu déjà par les pairs, mais déjà écrire ce référentiel. Et voilà, on verra que nous, ça a été un peu plus tardif, mais on l'a fait depuis août dernier. Donc les pharmaciens en même temps, comme a dit Joël, donc ils créent leur licence pro, ce qui est quand même super. Pas pour les pharmaciens, mais aussi pour ceux qui vendent dans la pharmacie. Donc c'est pas forcément pour... Il y a beaucoup de pharmaciens qui participent à cette formation, mais aussi il y a également des gens qui vendent dans les magasins bio qui ont pu faire cette formation, ou des gens qui vont s'installer en herboriste de comptoir, quoi. Et puis il y a aussi plein d'autres participations qu'on a pu faire conjointes tous. Alors ça a été aux journées d'Arles, il y a eu des journées à Actes Sud en 2020, il y a eu les journées à Bio-Vallée également en 2020, c'est qui est super important pour nous au niveau professionnel, c'est à Cray dans le Diois, quoi, à côté de Valence, et il y en a eu en 2022, en mars dernier, quoi. Donc tout ça, c'est une dynamique qu'on a mis en route. Moi, j'insiste un peu là-dessus, je passe un petit peu du temps, mais pour vous dire que grâce à Joël qui s'est dit, allez, je pars avec vous, c'est vraiment un sujet de société qu'il faut qu'on fasse changer cette vision. Et grâce à ça, on a vraiment vachement bossé dessus, quoi. Alors... Voilà, maintenant je vous décris un peu nos axes de travail plus précisément, qu'on a pu faire au niveau des paysans herboristes. Donc notre travail, c'est mettre du lien entre les acteurs. Donc comme vous avez vu, ça a été un super boulot, comme ce que j'ai pu vous dire, quoi. Et avec toujours du plaisir à se rencontrer au lieu de se regarder en chien de faïence les uns les autres, mais essayer que les herboristes de comptoir, ils se disent, bah oui, il y a des paysans herboristes, c'est aussi un autre métier, c'est un petit peu différent, mais c'est un autre métier. Les herboristes de comptoir, il y en avait très très peu, pas beaucoup se définissaient. Il y avait l'herboristerie du Palais Royal à Paris que tout le monde connaissait, mais maintenant, de plus en plus, dans les villes, dans les petites villes, etc., il y a des commerces qui se montent, herboristes de comptoir, ou qui vont bientôt s'appeler comme ça, quoi. Et en plus de ça, voilà. Et donc, ce travail, donc, ça a été très diversifié, très enrichissant entre nous, beaucoup d'écoute, et donc on s'est retrouvés à des rencontres pour réfléchir sur les allégations, pour réfléchir sur la liste des plantes. Donc je vais vous décrire ça, quoi. Donc ça a été avec les écoles, des médecins, des pharmaciens, comme je vous l'ai dit, des scientifiques, des herboristes, des formations aussi professionnelles agricoles. Les CFPA ont été aussi vachement proches de nous, et ça c'est bien, quoi. Donc tout ça pour être présent et remettre la place de la plante dans la société civile, ce que veut la société civile, et donc être et que la phyto puisse être mieux, enfin je veux dire ce qu'on porte, voilà, que tout le monde puisse l'entendre, quoi. Voilà, donc on a ensuite essayé de faire évoluer la réglementation, donc il y a eu un énorme boulot là-dessus, donc un boulot sur l'élargissement de la liste des plantes. Donc on a, en fait, pour vous expliquer, donc peut-être tout le monde ne connaît pas, mais les plantes, en fait, les plantes médicinales, elles sont mises dans la pharmacopée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, c'est une plante qui est bien médicinale, et donc ça c'est les pharmaciens, plutôt les médecins, qui disent donc ça rentre dans la pharmacopée française. Et à partir de là, il y a des plantes qui sont dites pas dangereuses, et donc on les sort pas, mais on les met en vente à tout le monde. Et il y en a eu donc 148 qui ont été faits en 2008. Donc avant, c'était plus compliqué, il n'y avait que 34 plantes, mais on pouvait jouer plus facilement. Mais donc à partir de cette date de 2008, on peut vendre des plantes, ces 148, on peut faire tous les mélanges qu'on veut, donc ça c'était nouveau aussi, parce qu'avant les mélanges étaient plus contrôlés. Mais par contre,
si on regarde vraiment cette liste de 148, il y en a moins de 100 qui sont véritablement médicinales. Enfin, ils sont tous médicinales, mais qu'on puisse vendre de la pelure de pomme ou la pelure d'oignon, ou bon, bah, on est content, mais on savait qu'on pouvait le vendre, quoi. Ils sont gentils, quoi. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est élargir cette liste parce qu'il y a eu plein de plantes qui ont été oubliées. Parce que nous, on a été à ce fait, nous petits paysans, on n'a pas trop fait de lobbying, on savait pas ce que c'était, quoi. Le lobbying, on n'en a pas beaucoup fait. Et Jolie a dit, il faut être présent au niveau des ministères. Et donc, en fait, c'est plutôt les gros labos qui ont libéré ces plantes. Et donc, ils ont oublié toutes les plantes qu'eux, ils ne se servaient pas. Donc, il y a des plantes comme le canadulin, ils ne l'ont pas mis, le bleuet n'a pas été mis, etc. Il y a certaines plantes comme l'aubépine, bah, c'est pas la fleur, c'est le fruit qui est libéré, etc., quoi. Donc on a travaillé avec, pas tout seul, hein, pas que nous paysans, mais avec donc ce groupe de gens pluridisciplinaires pour voir quelles plantes on pouvait libérer. Donc à partir de je vais partir, j'ai mes antisèques. Je continue, donc cette liste de plantes, on a fait des critères, je vous raconte un peu pour que vous compreniez. Hein. Donc on a fait des critères sur les usages traditionnels et ou alimentaires de ces plantes. Les critères étaient aussi pour la sécurité du consommateur, parce que c'est un des points importants qu'on a découvert, c'est-à-dire que les organismes du ministère, ils ne sont pas là que pour nous embêter, même ils ne sont pas du tout là pour nous embêter, ils sont là souvent pour protéger le consommateur. Donc c'est aussi intéressant de se mettre un petit peu à leur place et de comprendre aussi leur logique et de s'adapter en fonction de certains points, quoi. Et puis le dernier critère pour nous, c'était les questions de ressources, et si la plante était menacée au niveau de la ressource, eh bien, il ne fallait pas la libérer, quoi. Voilà, nous on a apporté aussi ce côté-là. Donc on a fait 4 catégories à partir de là, des plantes qu'il fallait libérer, qu'on avait oublié de libérer, des plantes où avec des précautions d'emploi c'était important de les libérer parce que c'est des plantes importantes, et puis des plantes qu'on n'a pas retenues à risque ou bien avec des problèmes de ressources, et puis des plantes qu'il fallait encore étudier un peu plus loin avec les pharmaciens et tout. Donc voilà, donc on est arrivé à peu près 80 plantes à proposer, et puis les herboristes de contrôle ont ajouté une vingtaine de plantes hors de notre pharmacopée à nous, à dire c'était important de libérer des plantes plus exotiques et de les libérer. Voilà, donc on est arrivé à faire une liste d'une centaine de plantes qui est à l'étude. Le problème, c'est que dans les ministères, ils ont plein de priorités et c'est pas leur priorité. Mais l'avantage, c'est qu'on croise plein de pharmaciens et entre autres le président de cette commission, c'est quelqu'un de super et qui dit oui, il faut la faire avancer, etc. Donc ça nous a permis de rencontrer, de comprendre leur logique de temps aussi, de dire ils l'ont pas libéré aujourd'hui, mais de toutes les façons les contrôleurs ils sont peut-être pas dans cette priorité de nous embêter sur un bleuet ou sur une prêle comme ils ont fait. On a vu en 2001-2002, quoi. Maintenant, je crois qu'on est passé à autre chose, quoi. Parce qu'on vend tous de la prêle, bien sûr, quoi. Vous imaginez, ce qu'il a raconté dans le film, on en vend tous, quoi. Donc voilà, et donc voilà sur la liste des plantes. Donc la deuxième chose que je voulais vous parler, c'était sur la réglementation des allégations. J'espère que je ne suis pas trop long, hein. J'accélère un peu. Sur les allégations, donc je vous situe la question. Donc, en fait, il y a d'une part des allégations de santé et ou nutritionnelles qui sont pour le bien-être, quoi, qui sont pas, enfin, on comprend, la santé n'appartient pas aux pharmaciens ni aux médecins. La santé, c'est qu'on soit en bonne santé. Donc il faut entendre ça. Après, il y a les indications thérapeutiques. Donc ça, c'est fait, on fait référence à une maladie. Et donc ça, c'est précis. Et ça, nous, on en est écarté parce que ça, c'est réservé aux professions de santé. Comme par hasard, mais les indications thérapeutiques, il va falloir qu'on joue sur les mots, mais voilà, ça nous aide pas. Et en même temps, il y a aussi les allégations en attente. Voilà, donc les allégations en attente, en 2008, nous on faisait pas du tout de lobbying, mais l'Europe a dit, voilà, il faudrait que vous déposiez toutes les allégations que vous voulez qui puissent être étudiées. Et donc ils ont posé, tous les pays européens ont posé un tas d'allégations, que ça soit en français, mais un petit peu, mais surtout en anglais et dans toutes les autres langues européennes. Et donc à partir de là, l'Europe a dit « Oh là là, c'est trop compliqué, elle n'a jamais rien étudié ».
Donc on a les allégations en attente qu'on peut utiliser du coup et qui commencent à travailler. Donc l'État français a étudié en 2020, elle a traduit les allégations, donc nous on les avait déjà traduits les producteurs pour savoir, mais ils ont fait un peu du tri dedans et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui était utilisable et comment c'était utilisable. Donc là, ils nous ont aussi appelés, maintenant qu'on était un peu groupés, ils ont dit ben, on est content que vous puissiez aussi donner votre avis sur cette liste. Donc ça c'était plutôt positif. Et puis, en même temps qu'il y a eu ça, en 2021 et 2022, on s'est dit il faut rencontrer aussi les gros opérateurs, même si c'est pas facile, mais on a rencontré les syndicats des gros compléments alimentaires. En même temps, en 2008, les compléments alimentaires ont été créés, qui a été une porte ouverte pour les industries pharmaceutiques pour travailler différemment. Ils ont travaillé énormément sur le complément alimentaire. Ils ont libéré d'ailleurs 1000 plantes dans les compléments alimentaires, donc c'est énorme. Et donc on a rencontré le STEPI qui est le syndicat des énormes producteurs de tisane, qu'on ne sait même pas comment ils s'appellent parce que tellement ils sont gros, donc éléphants, etc. Voilà. Donc l'État en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les allégations, ils sont pas liés. On a cru pendant longtemps que ces allégations étaient liées aux compléments alimentaires. Et donc il n'y avait que les producteurs les producteurs de compléments alimentaires, donc gros labos, où on avait le droit de se servir de ces allégations. Et en fait non, c'est complètement séparé. C'est-à-dire que les allégations, on va pouvoir tous les utiliser. Par contre, on ne travaille qu'avec les allégations en attente. Donc c'est un peu compliqué parce que ces allégations en attente, il y a des termes, il y a des choses qu'ils ont oubliées. Donc nous, on essaye de faire un peu de lobbying auprès du ministère pour leur dire ça serait bien de transformer. Donc au début, tous les termes douleur douleur surtout, ils disaient ça c'est de la médecine, c'est pas vous. Donc on leur a dit c'est un peu difficile parce que douleur menstruelle, ça me paraît pas être une maladie et pourtant il y a beaucoup de femmes qui ont des douleurs menstruelles et ça serait bien de aussi pouvoir dire de les alléger. Donc là-dessus on a avancé et le ministère ils ont pas mal ouvert. Donc sur les questions de douleurs articulaires aussi, de mal de tête, etc. Donc ça c'était plutôt une bonne chose. Et donc maintenant, donc pour vous citer deux exemples, par exemple, nous ce qu'on peut pas dire, c'est qu'on peut pas dire qu'on va aider quelqu'un qui fait de la dépression. Par contre on peut dire qu'on peut, on peut faire un soutien au moral. Donc il faut être toujours positif dans notre façon de dire les choses, voilà. Ou par exemple sur l'insomnie, c'est un terme thérapeutique, donc on peut pas dire. Par contre, si on favorise le sommeil, là on est bon. Voilà. Donc il faut qu'on se creuse la tête, mais voilà, si ça nous permet de dire des choses, c'est plutôt bien. Mais c'est quand même compliqué. Chaque producteur, chaque paysan, ça va être dur pour lui. Donc on s'est dit que ça serait bien de travailler là-dessus et de proposer tout un document. Et donc on a eu des financements auprès de France Agrimaire, qui est un organisme d'État, qui nous finance une étude là-dessus. Et j'espère que d'ici un an, on va proposer un truc pour les paysans qui soit vachement plus facile à utiliser, qui, si vous disent ça va soigner l'insomnie, derrière, ils auront écrit sur leur document, sur leur sachet, ils auront écrit favorise le sommeil. Voilà. Mais ils pourront vous dire insomnie. Voilà. Donc ça, c'est un super boulot qu'on met en route et c'est génial ça. Ça va être super pour tous, quoi. Donc voilà sur la question des allégations. Donc ça avance doucement, mais je pense que c'est quand même positif. Et avec le souci de se rendre compte que si on dit qu'on soigne le cancer, il faut aussi faire attention. C'est-à-dire que si quelqu'un arrête tous ces traitements, il faut aussi qu'on puisse, nous, se former entre nous, se rencontrer, être bien formés pour dire, là, c'est des sujets, il faut que tu ailles voir un médecin, ou faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Nous, on ne va pas être spécialisé là-dessus. Ou bien, fais attention, cette plante-là, il peut y avoir le millepertuis, il peut y avoir des contre-indications. Si tu es en soins vraiment forts, il faut peut-être faire attention avec cette plante, quoi. Voilà. Donc ça va être à nous de le faire, ce côté-là, et c'est important aussi, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la question des allégations. Et le dernier point que je voulais citer, c'était sur le métier, donc et sur le côté à partir de 2018, où on a proposé, on a dit à Joël, il faut absolument avancer sur le métier. Donc à partir de là, toi Joël, tu t'engages dedans en disant, on y va à fond, etc.
et qui a été à fond, pas en proposition de loi, mais en sous-main, c'est-à-dire en nous disant, en faisant donc, on a dit, du lien entre nous, donc la création de la licence pro, comme on a dit, les écoles d'herboristerie qui déposent leur référentiel, et puis nous, en 2020, on commence à écrire notre référentiel, on arrive à avoir un petit financement, parce que nous, tous sur nos fermes, c'est hyper compliqué, donc on arrive à trouver quelqu'un de super, qui est spécialisé dans les référentiels de métier, et on l'embauche, et du coup, on répond 135 réponses à une enquête, et on avance pour écrire tout ce qu'on fait. Mais en fait, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, nous, on a l'impression que voilà, c'est rien ce qu'on fait. Ben, on va biner le matin, on va s'occuper d'une petite plante. Il y a une petite plante qui nous appelle, les feuilles de pissenlit, les racines de pissenlit, clac, il y a l'estragon qui est complètement enherbé, on passe devant, mais il nous dit oh là, au secours, au secours. Et on y va. Et en fait, il a fallu décrire précisément ça en termes de compétences et d'activité. Et ça a été un travail pour nous de voir, mais en fait on l'a fait, ça a été 1 an de boulot, on s'est réunis plusieurs fois et on y est arrivé. Et puis à partir de là, en 2021 et 2022, donc cette année, on a bossé sur, à partir de ces compétences, comment les transformer en évaluation et en formation qu'il y aurait en face, quoi. Donc ça a été un énorme boulot. En plus, on a déposé un dossier pour dire on pourrait être métier émergent, ça nous permettrait de simplifier, d'avoir plus vite une reconnaissance de ce métier de paysan arboriste. Et c'est passé, le métier de paysan arboriste, on l'a déposé en septembre. Et en janvier, février dernier, on a été reconnu. Donc ça, c'était vraiment super. Donc là-dedans, c'est chapeau parce que c'est Joël aussi énormément, quoi. Et donc, ça veut dire qu'en août dernier, donc le 16 août dernier, j'ai passé un été difficile entre mes binages et mon ordinateur. Et donc, on a réussi à déposer ils appellent ça référentiel, mais demande de reconnaissance de notre métier. Alors, c'est une demande de reconnaissance par les pairs au démarrage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que nous qui me maîtrisons. Donc, c'est bien, il n'y a pas des gens du ministère qui vont écrire comment on doit former les gens, c'est nous qui avons écrit tout. Donc ça, c'est vraiment super bien, moi je trouve. Et donc, on a pris un peu ça, et moi je pense que du coup, je digresse un peu sur l'ostéopathie. On a pris plutôt l'exemple de l'ostéopathie, qu'on a d'abord reconnu par eux, et puis après qu'on demandait à la fin une reconnaissance par l'État, et une profession réglementée, mais du coup, ils ont amené tous les documents tout faits. Et ça a été une chance folle parce que ça correspond vraiment à ce qu'ils font comme métier. Et donc c'est plutôt positif. Donc on a cru en 2018 qu'on pourrait aller très vite sur la reconnaissance et de créer une profession réglementée. Je pense que grâce à ce qu'on est Joël et un politique génial qui écoute énormément la profession, qui nous écoute tous, qui a mis du lien entre nous, on lui a dit il y a 1 mois, 2 mois, on lui a dit il faut peut-être aller moins vite, il faut peut-être d'abord la reconnaissance par nous, et peut-être ça prendra un peu plus de 200 de temps d'avoir une profession réglementée. Mais voilà où on en est dans le métier. Voilà. Et pour finir vite fait, donc les difficultés de la réglementation, ça avance. Les huiles essentielles, vous l'avez vu dans le film, Jean-François en a parlé, on y bosse quand même pas mal. Sur le multi-usage, c'est compliqué parce que les plantes, elles servent en cosmétique, en complément alimentaire, en alimentaire, etc. Et ça, Joël, il a envie de s'y atteler, donc vite, et ça serait génial, parce que c'est la croix et la bannière. Des fois, on peut pas tout écrire sur nos étiquettes. Si on vend un baume, on peut pas vous dire que, ou si on vend un hydrolat, on peut pas vous dire qu'une eau de bleuet, vous pouvez le mettre sur la peau, mais c'est génial à mettre sur la peau avant tout, mais on vous le vend pour que vous le buviez. Voilà. Et sinon, la relocalisation du côté des filières d'excellence, tout en bio, c'est quand même génial. 50% de bio, on va être la première filière à faire ça. On est la première filière à être à 23% de bio, donc c'est quand même le top, quoi. Et donc là-dessus, il y a une interpro qui se crée, ça nous prend aussi de l'énergie, quoi. Mais c'est bien, on est présent, quoi. Et puis sur la ressource, la biodiversité, encore Joël, on le tanne un peu pour dire faut peut-être faire des choses au printemps prochain, qu'on se retrouve tous pour alerter là-dessus, parce qu'il va falloir alerter la société civile, mais aussi les prescripteurs, parce que quand on vend de la rhodiola, on fait une grosse connerie.
parce qu'il n'y a plus de rhodiola dans le monde. Quand on parle, comme dans le film, les questions de l'arnica, et bien, du moment qu'elle est demandée, il y a toujours des cueilleurs pour aller, nous en Auvergne, qui ont été dilapidés l'arnica cette année, alors qu'il n'y en a toujours pas cette année. C'est toujours interdit de ramasser dans le site des Vosges, qui est un énorme site, mais dans les petits sites, et ben, c'est encore dilapidé. Donc il faut vraiment, c'est, je veux dire, le consommateur qui va dire, moi je veux plus d'arnica, je trouve, ou je garde l'arnica pour certains points très précis, mais sur tout le reste, je ne me sers pas d'arnica. Donc il faut qu'on fasse un boulot là-dessus, et nous en tant que paysans, c'est à nous de le faire, quoi, et cueilleurs, quoi. Voilà, protéger, informer, et puis de se rendre compte que la nature c'est nous, quoi. On n'est pas, il n'y a pas nous et la nature, mais nous et la nature c'est la même chose, quoi. C'est le même mot, quoi, en fait. Voilà, et donc moi je dis super, pour finir, je dis que la société civile, c'est quand même grâce à elle que tout ça avance aussi. Nous on est un petit quelque chose, mais on a tous envie que ça change, donc et ça c'est le pied total. Et donc on accompagne un peu à notre petit point, mais c'est quand même le pied, quoi. Bon, allez, j'étais trop long. Salut. Et puis moi je vais conclure un petit mot de la fin. En fait, tout ça est assez technique, vous l'avez sûrement compris. Mais en fait, moi ce que je voulais ajouter de mon point de vue de paysanne herboriste, puisque maintenant on a un titre en fait, on va pouvoir l'utiliser. Paysanne herboriste avec un tiret, hein, parce que comme ça c'est un nouveau mot, on l'a inventé. Voilà, donc on peut revendiquer ce titre en tout cas. Et en tout cas, ce que je voulais dire, moi, c'est que quand j'ai découvert les simples, le syndicat des simples et la fédération des paysans herboristes, j'ai trouvé qu'on avait vraiment la chance d'avoir, en fait, que c'est très important de se réunir, de se rassembler pour se battre, en fait, quoi. Parce que on est tous, chacun dans notre petit jardin, à faire des merveilles. On a un rapport avec le public qui est assez passionné, passionnant, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus grandissant pour les plantes. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent, qui veulent se former sur les plantes, qui veulent les cultiver, qui veulent les transformer, etc. Mais ce qui est très important, c'est qu'on le fasse pas tous, chacun dans son coin, mais au contraire qu'on se réunisse tous ensemble. Parce que je trouve que quand on est la société civile, c'est un peu le mot valise pour dire voilà, les citoyens lambda, entre guillemets, on a l'impression d'être un peu démunis, de ne pas savoir comment faire en fait, pour faire avancer les choses. On a tous dans le cœur envie que les plantes vivent et puis que ça circule et puis que ça revienne en fait, mais on ne sait pas que faire. Et ben là on a un exemple vivant en fait de la force du politique au sens concret, quoi. On a un vrai levier grâce à, voilà, on a des sénateurs, on a des députés qui ne servent pas à rien, certains oui, certains non. Et puis on est aussi des syndicats, donc en fait quand on est professionnel, la première chose à faire déjà c'est de se syndiquer. Hein, ça c'est pas pour rien que ça existe les syndicats, on a un petit peu oublié dans nos sociétés de parfum un petit peu individualistes, aussi par complexité. Je trouve que tout ça est bien complexe, en fait, toutes ces réglementations, et que c'est plus simple de pas trop essayer de comprendre et de rester dans son petit coin à faire ce qu'on croit qui est bien. Mais en fait, de se réunir, ça permet de mieux comprendre et donc d'être plus fort. Et puis d'avoir des gens qui décortiquent tous ces textes de loi et puis qui ont les bonnes idées pour faire avancer avec des vraies stratégies. Donc, encore grand merci à Joël pour avoir donné cette impulsion et cette création, cette structure en fait dans la profession. Un grand merci à toutes les forces vives de la FPH et des simples qui ont relayé tout ça et qui travaillent comme des petites fourmis dans l'ombre pour pondre des textes et faire avancer toute la profession. Et maintenant la suite en fait c'est syndiquons-nous, continuons de faire vivre les plantes, continuons d'en parler et continuons d'y croire en fait, tout simplement parce que je pense que l'avenir est là, quoi. En fait, on est tous au rendez-vous, on a tous envie que ça aille très loin. Voilà. Donc un grand merci à tous. Maintenant, on va vous laisser un petit peu la parole aussi, si vous avez des questions, envie d'échanger, on va faire circuler un micro. Et puis, moi, j'ai pas beaucoup parlé de la profession, mais je pense que ça a été bien illustré dans
dans le film, même si tout le monde n'a pas vu le film des gens qui sont là, mais en tout cas n'hésitez pas à poser les questions maintenant parce que c'est aussi le moment. Voilà. Si ça marche. Ça marche bien même. Est-ce que... Oui, ah oui, d'accord. C'est déjà pas les questions comme ça. Merci. Déjà merci pour le film là, parce que ça m'a fait pleurer. Et en fait je suis venue ici pour être tous ensemble parce que ça donne de la confiance aussi, de la force pour travailler. Moi je voudrais juste un éclaircissement sur paysan herboriste, parce que moi je suis paysanne et a priori herboriste puisque les gens viennent me voir. Mais j'ai pas compris en quoi je peux le devenir officiellement. Est-ce que vous pouvez juste repréciser? Parce que ça m'a fait un frisson là, parce que je suis en train de reprendre toutes les écoles, des plans, je vais à Paris pour essayer d'homologuer l'histoire. Mais s'il y a quelque chose de plus simple à faire, c'est bien aussi. Parce que là je passe par école, DU, et puis après truc de naturopathie pour enfin pouvoir consulter officiellement. Si ça peut prendre moins de 4 ans, c'est bien. Voilà ma petite question. On a peut-être un petit souci de Larsen parce que le micro est derrière l'enceinte, donc on va le faire revenir devant. Parce que sinon, vous m'avez pas entendu? Si, on a bien entendu. La question en fait, c'est donc toi tu cultives les plantes et tu les conseilles aussi quand tu les vends en fait. Et donc la question c'est que tu veux bien être paysanne herboriste, mais comment on le devient en gros, c'est ça? En fait, c'est ce que je dis que je suis, mais je savais pas que ça pouvait se dire vraiment. Okay. Parce que c'est ce qui est le plus clair à dire pour que les gens comprennent. Voilà. C'est toujours en sous-main et en sous-marin et ça fait peur un peu en fait parce que... Enfin, bon, vous savez bien. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, donc on est tous à se dire paysan herboriste. Maintenant, on va avoir, on a créé donc cette formation, donc elle est déposée, elle va être reconnue bientôt. Et à partir de là, on va essayer de tous se former, de passer ces blocs, donc j'ai pas détaillé, mais on a travaillé en bloc, donc culture, cueillette, transfo, vente et conseil, justement, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, dans quel cadre on peut le dire, donc là, se former là-dessus, et puis après piloter son entreprise, quoi. Et là-dessus, donc ce qu'on va faire, c'est que sur les gens qui sont installés, on va le proposer en formation très courte, du genre un VVA ou un truc comme ça, pour que ça puisse faire, pour que après, un peu comme les ostéopathes, c'est-à-dire de dire, après on pourra afficher clairement ces paysans herboristes reconnus, voilà. Bon, ça met du temps, hein, donc on a fini juste d'écrire ces évaluations, donc ça c'est une étape. Et donc maintenant on en est à l'étape avec les CPA, donc il y a 2 CFPPA qui ont énormément travaillé avec nous, c'est Nyons et Montmoreau dans le Jura. Nyons étant dans le sud, hein, en dessous de Valence. Voilà, mais après l'idée c'est de le diffuser dans beaucoup de CFPPA, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de producteurs en fait faisaient un BPREA agricole classique qui était orienté plante, mais BPREA classique, et après souvent il y en avait quasiment un tiers à la moitié de nous qui faisaient une école d'herboristerie, qui était super, hein, mais on s'est dit on va faire vraiment un truc adapté où on parle uniquement des plantes que nous on cultive ou qu'on cueille, et puis adapté à nos transfos et tout, et que ça soit vraiment à fond là-dessus, et puis adapté un peu comme la licence pro a fait sur les questions d'allégation, les questions de précaution d'emploi, et vraiment d'être à fond là-dessus pour essayer d'être bien dans les clous, quoi. Voilà. Donc ça avance. Moi on l'a vu. Un super truc, c'est d'adhérer au syndicat simple, parce que le syndicat simple, on devrait tous être syndiqués, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis pas labellisé simple parce que j'ai un autre label, mais je suis forcément syndiqué simple parce que je veux dire, si on se retrouve, ça nous fait du bien, on travaille tous avec la plante et ça nous fait tellement du bien d'avoir des gens qui font le même métier, qui adorent ce métier et qui vont faire des plus beaux métiers. Voilà, donc ça avance. Donc là-dessus, ça avance, à mon avis, d'ici cette année, on fait marcher les 2 CFPPA plutôt du sud, et à partir de l'an prochain, on fait des évaluations assez rapides, et après, on aura un truc... Si je peux me permettre de rajouter, en fait, du coup, l'idée, ce serait de faire des sortes de validation d'acquis d'expérience, quoi. Si on a déjà fait un BPREA par ailleurs, et puis que ça fait 5 ans, 10 ans qu'on bosse dans les plantes,
et ben, on travaille par des VAE, quoi, des validations d'acquis d'expérience, et qui ferait qu'on pourrait se valider le titre de paysan arboriste. Pour l'instant, il n'est pas encore officiel, ce titre, au sens de... voilà, dans un an, 6 mois, 1 an, selon l'avancement, voilà. Et pour l'instant, bah, de manière un peu militante, on l'utilise déjà. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-bas. Christelle. Dans la continuité de ce que vous disiez, ceux qui sont complètement autodidactes, qui n'ont pas de diplôme en herboristerie, mais en jardinier botaniste, comment on se fait labelliser? Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir le même cursus? Labelliser, tu veux dire valider en formations qui vont être ouvertes au VAE. Est-ce que des gens comme moi qui sont encore des électrons encore plus libres vont pouvoir rentrer dans ce cursus-là? Ouais, ben moi je pense que bien sûr, c'est-à-dire par exemple, nous on a présenté un diplôme niveau 5, alors j'y comprenais pas il y a 2 ans, donc ça doit être le niveau licence, je crois, mais en fait, pour accéder à ça, on n'a pas besoin d'avoir un bac, on n'a pas besoin de... Voilà, on n'a pas besoin. Donc on a besoin d'avoir eu de la pratique dans les plantes pour pouvoir accéder. Voilà, donc ça c'est important. Et après il va y avoir plein de formations. Alors est-ce que toi c'est paysan arboriste? Est-ce que c'est plutôt herboriste? Après il y a tous les praticiens en herboristerie aussi qui avancent. Parce que les praticiens en herboristerie, ça serait plus des naturopathes vraiment spécialisés sur l'herboristerie. Donc eux ils avancent aussi de leur côté. Donc voilà, tu vas avoir un choix entier, et c'est toi qui vas dire bah, je me sens plutôt là-dedans, et ça sera bien quoi. Voilà. Mais après, bien sûr, en fait, ce qu'on veut, notre postulat de départ, c'était de dire c'est un métier qu'on fait et on n'est pas forcément voilà, on n'est pas forcément bac plus 5 pour faire ce métier, et c'est important que tout le monde ait accès, parce que des fois c'est un feeling avec les plantes qui fait qu'on fait ce métier quoi, juste. Hein. Donc c'est important, je veux dire, quand elle raconte Sylvie Neve dans le film sur le saut de Salomon, je trouve que c'est fabuleux quoi, comme rencontre. Voilà, on est tous à avoir ces rencontres là avec les plantes quoi, hein. Et c'est ça qui nous guide quoi, et c'est ça qui doit nous emmener quoi. Oui, bonjour, je représente l'école bretonne d'arboristerie. Bonjour. Donc je comprends tout à fait la question qui est posée sur quel enseignement je vais privilégier pour être formé en herboristerie. Je pense que ça va être difficile. Est-ce que c'est pour être paysan? Est-ce que c'est pour être vendeur? Est-ce que c'est pour être conseiller? Or, les écoles ont déposé un RMCP sur le conseil, bloc conseil, avec tout ce qui représente la connaissance de la plante, la chimie de la plante, les usages, et aussi un bloc vente qui regroupe tout ce que doit savoir l'herboriste. Et je pense que la question aujourd'hui est de savoir comment les personnes qui sont intéressées par ce métier, quelle école vont-ils choisir? Et je pense que le métier d'herboriste mérite un enseignement complet de la plante à l'usage. Et les écoles ont fait quand même un grand travail dans cette reconnaissance, et aussi dans l'éducation et la préparation même au monde rural. Je pense que ce sera difficile dans l'avenir de faire un choix. D'accord. Donc je commence. Ah bon, bah ouais, non, mais je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'on est parti du postulat avec Joël qu'il y avait plusieurs métiers dans l'herboristerie, et c'est bien. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire aussi enseigner par rapport à découvrir les plantes, etc. Il y en a qui vont produire, mais nous on a vachement défendu le côté du lien direct avec la terre, et de la connaissance de la plante, et de la connaissance très intime de la plante qu'on peut avoir, nous, en tant que paysans. Parce que nous, on les côtoie énormément. C'est-à-dire quand on fait une cueillette de millepertuis qu'on va faire pendant 2 jours, 3 jours, on a des choses qu'elle nous dit, la plante, qui sont très, très fortes. Quand on a, comme j'ai dit, un estragon, une verveine qu'on passe tous les jours devant, on a une approche vachement forte.
Après, effectivement, ça donne pas une connaissance chimique, ça donne pas il y a plein de connaissances qu'on n'a pas et qu'on ne revendique pas, je veux dire, là-dessus. Donc moi, je pense c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un éventail large de propositions là-dessus. Mais Joël, là-dessus, je te laisse la parole parce que tu as défendu le côté de la variété de métiers, quoi. Oui, c'est un sujet qui fait débat depuis longtemps. Pour moi, les choses se sont clarifiées au fil du temps, notamment avec ces deux référentiels. Il y a plusieurs métiers quand on va chercher, mais au niveau métier de base, et sans qu'il y ait d'échelle de valeur derrière, le paysan herboriste. Donc il y a des formations possibles pour paysans herboristes, qui peuvent d'ailleurs passer par les écoles d'herboristerie, parce que qui peut le plus peut le moins, mais il faudrait pas que tous les gens qui ont l'ambition de devenir paysans herboristes soient obligés d'aller à un niveau élevé, parce que le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, le lien direct avec la plante, toutes ces choses qui sont intuitives, sachant bien qu'il y a une formation et qu'il y a leur propre formation sur le tas. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas aller en rivalité. Par contre, ce que vous, la Fédération des écoles, enfin fédérée, je dirais, on en avait discuté, qui ayez vous-même travaillé sur un dossier référentiel métier, alors métier herboriste de comptoir ou à définir, là, quand il n'y aura plus que le mot, mais en tout cas, derrière, il y a véritablement un enseignement qui est donné, une formation qui est donnée à un certain niveau, et qui permettra aux gens qui auront ce diplôme d'exercer des métiers liés à l'herboristerie. Voilà comment je vois les choses. Et il y a au-dessus encore, parce qu'il y a ce qui restera toujours au niveau du pharmacien. Et ce qu'on a demandé aussi avec certains pharmaciens, à ce qu'il y ait une formation spécifique pour les pharmaciens qui souhaitent aller juste au bout des choses avec les plantes médicinales. Parce que c'est pas parce qu'ils ont le monopole qu'ils ont véritablement la formation actuellement. Je dis juste que je veux reconnaître l'énorme boulot que vous avez pu faire, les écoles, parce que c'est quand même grâce à vous que aussi cette connaissance elle est restée, elle a été enseignée. Donc toutes les écoles d'herboristerie, c'est énorme ce que vous avez pu faire là-dessus, quoi. Rebonjour. Bon, le métier de paysan herboriste est en train de se structurer depuis là maintenant une bonne dizaine d'années, voire plus. Et vous avez sacrément bien bossé. Il y a fraîchement le métier du conseil aussi qui commence à se structurer. Et celui de la cueillette avec la FC aussi. On parlait tout à l'heure de fédération des écoles. Il y a une école, le CPE, tenue par Couplan, qui apparemment travaille sur un projet de loi pour les sorties autour de la cueillette, la reconnaissance des plantes avec cueillette. Est-ce que c'est aussi dans l'approche qu'on a avec le syndicat des simples, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, cet aspect-là du travail d'arboriste, c'est-à-dire la sensibilisation, les ateliers autour des plantes, de la reconnaissance des plantes, voilà. Pour savoir si ça s'inscrit dans... Je sais pas si je suis clair. Je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Ouais. Mais tu demandes est-ce que y a un on travaille sur tous les volets très concrets de l'herboristerie. Sur le volet un peu plus... Moi, mon corps métier, c'est vraiment le conseil et c'est aussi la sensibilisation à travers des balades et parfois des cueillettes. Alors, je fais plus de cueillettes depuis un moment, depuis que je suis sensibilisé par AFC à la ressource. Moi, enfin, je pourrais pas forcément répondre là-dessus. Moi, il me semble pas qu'on a réellement parlé du volet sortie, transmission. Et pourtant, c'est vrai qu'on est très nombreux chez les paysans herboristes à faire des ateliers, des balades botaniques pour transmettre notre savoir. Ouais. Et c'est vrai aussi que c'est des points d'interrogation de plus en plus... qui nous préoccupent de plus en plus parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout dire, tout faire dans un atelier parce que on va parler, on va donner des allégations aussi, on va manipuler des produits donc pour la conservation, comment ça se passe, etc. Donc effectivement on est concerné par ça, mais il me semble pas qu'on a... Enfin moi je n'ai pas à ma connaissance. Moi, ce que je peux te dire, c'est que là-dessus, en France, le conseil
Et la vente de produits, c'est bien séparé. Les médecins et les médecins, les pharmaciens, c'est bien séparé. Donc nous, comme on vend des produits, tous, on est plus limité. Donc on a considéré que, je pense, le côté balade botanique, etc., on l'avait, mais dans le cadre de notre boulot, quoi. C'est-à-dire que quand on fait visiter notre jardin, effectivement, on est complètement passionné. Effectivement, on va décrire les plantes, on va décrire le contact qu'on a avec elles, on va décrire leurs vertus, etc. Mais nous, on risque d'être plus limité, étant donné qu'on vend. C'est-à-dire que si je donne un tas de vertus sur le calendula que je vends, voilà, je suis plus limité que si toi tu donnes les vertus d'un chêne ou d'une plante que tu vas pas vendre, c'est moins gênant, quoi. Voilà. Donc on s'est plutôt cadré dans ce cadre là. Moi je pense que plutôt là-dessus, les écoles ils jouent un grand rôle aussi sur la formation, quoi, globale. Ok, merci. Allez. C'est un peu plus théorique, c'est à propos de peut-être l'éventualité au niveau réglementaire de travailler en partenariat, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation avec le SINADIET pour peut-être profiter des plantes déjà libérées dans l'arrêté de plantes au niveau des compléments alimentaires? C'est un truc qui est étudié actuellement. Donc oui, le SINADIET mène ces travaux-là et on est en relation régulière avec eux, effectivement. Ce qu'on a voulu, c'est que l'ensemble des acteurs puissent être fédérés au sens très large du terme, pour qu'on puisse par rapport... puisque tout le monde est préoccupé par la plante, quel que soit le niveau, donc il est important que tout le monde soit embarqué dans le même bateau, on va dire. Ouais, nous on travaille plutôt, c'est vrai que notre cœur, même si sur les stands il y a vachement de transformation élaborée, mais c'est vrai qu'on est vachement sur la tisane à la base, quoi. C'est vrai qu'on sait vraiment beaucoup. Donc, mais c'est génial de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux, parce qu'en fait on leur apporte aussi vachement. C'est ça. On s'apporte mutuellement énormément avec des conseils. Ils font un gros travail au niveau allégation, donc ça peut être. Ouais, mais en fait ils ont les portes plus fermées au niveau du ministère que nous on peut avoir, parce qu'on a une approche moins business que. Et voilà, et en fait ils sont assez contents là-dessus, mais comme sur les huiles essentielles, c'est-à-dire dès qu'on apporte un côté, c'est-à-dire quand c'est une énorme boîte qui vient, les ministères ils prennent, mais ils se méfient, quoi. Et ils sont très contents quand il y a des gens qui sont moins business qui viennent les voir. Ça c'est une réalité. Mais eux par contre, un peu comme la FNSEA, hein, eux ils font des petits déjeuners, ils font un tas de trucs avec les élus. Hein. Mais c'est pas les mêmes quand même. Merci. Moi, je pense qu'on va clôturer comme ça cette petite conférence. Encore merci d'avoir été présent, d'avoir répondu présent à notre appel. Et de passer tout ce temps à expliquer à la fois au grand public et aussi aux professionnels, parce qu'en fait on est tous à se poser toujours plein de questions, de savoir où on en est et où est-ce qu'on va. Donc affaire à suivre, alors 3 petits points. Merci à tous. Et puis maintenant qu'on a bien fait bouillir nos neurones, place à la musique. Et donc,